Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je suis Nathalie Bernet-Bécuve, Crédit Manager du groupe Fréquin et administratrice de la FDCC. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire en partenariat avec Allianz Trade. Avant que qu'on rentre dans le sujet de notre webinaire, donc je fais un bref petit rappel technique. Pour le meilleur confort sonore de tous, en fait, tous les micros vont être coupés le temps de l'intervention et ils seront réactivés sur le dernier quart d'heure pour que vous puissiez réagir directement et interroger, poser vos questions à notre intervenant. Vous pouvez également, bien sûr, tout au long du webinaire, réagir via le chat et nous reprendrons toutes vos réactions. Voilà, je ferme cette petite parenthèse technique. Donc, le sujet du webinaire, en fait, c'est un état des lieux de la conjoncture internationale. Et dans cet environnement, la présentation d'une solution proposée par Allianz Trade pour naviguer commercialement dans cet environnement. Voilà. Donc, pour développer sur ce sujet, donc, nous accueillons Anno Kuanatan, qui est Head of Corporate Research chez Allianz Trade, et à qui je cède la place sans plus tarder. Merci Nathalie et bonjour à tous. Donc effectivement, comme il a été dit en introduction, je vais un peu faire d'abord un petit panorama très rapide de la conjoncture internationale en termes d'activité et puis aussi ce que ça implique pour le commerce mondial. Et puis je vous présenterai en fait les résultats de notre sondage annuel, donc le Allianz Trade Global Survey, qui donc chaque année pose un certain nombre de questions relatives au climat des affaires, et aux anticipations en fait des entreprises exportatrices dans un certain nombre de marchés. Et comme chaque année, nous faisons une place bien entendu aux exportateurs français. Et je commence avec quelques mots sur la conjoncture, tout simplement pour garder un peu, j'ai envie de dire, en perspective, ou en tout cas pouvoir mettre en perspective ce qui sera dit ensuite et ce qui nous remonte en tout cas des exportateurs et des entreprises exportatrices que nous avons sondées cette année. Donc le premier point sur la conjoncture, et je pense que ça n'aura échappé à personne, c'est que l'économie mondiale ralentit. Pour ne rien vous cacher, nous sommes actuellement en train de mettre à jour un petit peu l'ensemble de nos prévisions, puisque nous faisons cet exercice de prévision macroéconomique chaque trimestre et que, heu, comme nous sommes en juin, nous allons mettre à jour un peu tous ces chiffres. Mais même si certaines prévisions devraient potentiellement changer un petit peu à la marge, le constat en tout cas, c'est que après 3% de croissance mondiale l'année dernière, il y aura un ralentissement cette année. Heu, Aujourd'hui, nos prévisions sont autour de 2,2% de croissance avec notamment un ralentissement marqué dans la zone euro, une récession au Royaume-Uni, et également potentiellement une récession aux États-Unis. Alors, c'est les credit managers que vous êtes et les gens soucieux de chiffres, vous voyez sur le tableau qu'il y a marqué 1,1 et vous m'entendez parler de récession. Alors je rappelle que dans notre jargon d'économiste, une récession, c'est quand vous avez 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Donc là, par exemple, pour le cas des États-Unis, vous voyez 1,1 de croissance pour l'année 2023. C'est notre prévision que nous avions établie en début d'année. Mais potentiellement, les États-Unis pourraient être en récession au troisième et au quatrième trimestre de cette année. Donc c'est pour ça que nous parlons de risque de récession aux États-Unis, dans certains pays européens également.
Typiquement, les chiffres du premier trimestre 2023 ont montré que l'Allemagne était rentrée aussi également en légère récession. À voir si il y a un rebond au second trimestre ou si effectivement il y a bien 2 trimestres de croissance négative. Après, vous voyez les chiffres, on ne parle pas de récession marquée, comme ça a pu être le cas en 2020. Quand vous regardez les chiffres de 2020, on avait des croissants, enfin voilà, des chiffres de croissance négative de l'ordre de 4, 5, 6%, voire plus dans certains pays. Là, s'il y a une récession, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne ou potentiellement en Italie, on parle quand même d'une récession relativement modérée. Et pareil, donc si on est amené demain à réviser un peu ces prévisions à la hausse, ce serait des révisions relativement mineures. Donc voilà, j'ai envie de dire moins 0,3 ou plus 0,3, c'est l'épaisseur du trait. Ça ne change pas grand-chose au panorama économique. Juste à titre d'indication, en France, par exemple, il, il nous faut plus de 2% de croissance pour créer de l'emploi et réduire les défaillances d'entreprise. Donc, dès qu'on est en dessous, potentiellement, ça veut dire plus de chômage et plus de défaillances d'entreprise. Donc, j'ai envie de dire d'un point de vue métier et credit management, que je vous donne une prévision de croissance en France à 0,5 ou à 1, voilà, ça change pas grand-chose, j'ai envie de dire, sur cette dynamique autour des défaillances et de l'emploi en France. Donc voilà, c'est j'ai envie de dire, le contexte global, c'est quand même un ralentissement marqué de l'économie. Et dans ce ralentissement, en fait, ce qu'on constate, c'est que notamment le cycle industriel est en récession. Le graphique que vous voyez sur votre écran, sur la gauche, alors c'est un cadran qui a l'air un petit peu compliqué, mais donc sur l'axe horizontal, vous avez des indicateurs de production des industries manufacturières. Donc quand vous êtes à gauche de cet axe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de production ou beaucoup de stock. Et de l'autre côté, ça veut dire que la production peine un petit peu à accélérer ou à suivre. Et sur l'axe vertical, vous avez des indicateurs de demande, donc notamment le backlog et les nouvelles commandes. Et donc quand vous êtes en bas à gauche de ce cadran, ça veut dire que vous avez trop de production, beaucoup de stock, beaucoup de production et peu de demande. Et en fait, depuis maintenant plusieurs trimestres, les industries manufacturières européennes et américaines sont dans cette phase, c'est-à-dire qu'elles ont accumulé beaucoup de stocks, elles ont produit beaucoup et elles continuent de produire beaucoup, alors que la demande commence à ralentir et que le backlog est en train de s'écouler. Donc très clairement, l'industrie mondiale est en berne, alors qu'en 2021, c'était la situation exactement opposée, c'est-à-dire qu'on produisait pas assez et qu'on avait une très forte demande et un backlog très important. Donc, ralentissement du commerce mondial, pardon, ralentissement de l'industrie. Et ce ralentissement de l'industrie, bien entendu, il pèse sur le commerce mondial et le commerce mondial commence à marquer le pas. Sur le graphique de droite, vous voyez ce qui se passe en termes de volume de commerce mondial. Donc ça, c'est le glissement trimestriel et vous voyez que on est sur la courbe rouge qui correspond au volume échangé. Vous avez en fait une récession commerciale sur les biens manufacturés. Ce qui sauve un petit peu les apparences, ce sont les effets prix, puisque dans le contexte inflationniste dans lequel on est toujours depuis 2021, en fait, les effets prix compensent un petit peu les effets de baisse de volume et l'un dans l'autre, ça fait que le commerce mondial en valeur n'a pas forcément décru. En revanche, en volume, on voit qu'il il y a une contraction et bien entendu, elle s'explique par le ralentissement de la demande. J'élabore pas plus sur la conjoncture internationale et sur la conjoncture française, mais bien entendu, si vous avez des questions, je serais ravi de les prendre en fin de séance. Et sans plus tarder, je vais
plutôt parler donc de l'Alliance Trade Global Survey de cette année 2023 et de ce que nous disent les entreprises françaises, mais aussi vous donner un petit peu d'éléments de comparaison par rapport aux autres entreprises et aux autres marchés que nous avons sondés cette année. Alors, je vous disais il y a quelques minutes à peine que nous, on s'attend à une récession du commerce mondial, mais pourtant les exportateurs français restent relativement optimistes. C'est-à-dire que si vous regardez le graphique de gauche, grosso modo, vous avez à peu près 70% des exportateurs français qui pensent que leur croissance à l'export, donc pardon, les trois quarts même, leurs anticipations à l'export, c'est que leur chiffre d'affaires à l'export va augmenter en 2023. Ça s'explique j'ai envie de dire, par plusieurs raisons. La première raison, c'est que 2022 n'a pas été une année exceptionnelle en termes de commerce pour la France. Donc il y a un effet rebond, tout simplement. Après une année morose ou en berne, en général, si le contexte ne se dégrade pas, vous vous attendez plutôt à faire mieux l'année suivante. Et comme vous le voyez, en fait, c'est un peu le cas dans pas mal de pays, au Royaume-Uni, en Espagne. C'est un peu moins vrai en Italie ou en Allemagne. Je mentionne l'Italie et l'Allemagne puisque ce sont des pays qui ont été un peu plus sévèrement touchés par la crise énergétique. Et je pense que très certainement, le moral des entreprises est toujours un petit peu marqué par ce choc-là, tandis que dans des pays comme l'Espagne ou la France, où certes on a ressenti hein, les effets de la crise énergétique, ils ont été un petit peu moindres. Et j'ai envie de dire un autre aspect qui est aussi important, ce sont les aspects sectoriels. C'est-à-dire que un pays comme l'Allemagne va être très dépendant de la performance de son industrie auto, tandis qu'en France, il y a notamment le secteur de l'agroalimentaire qui se porte bien et qui marche très bien à l'export. Et si je ne me trompe pas, les entreprises de l'agroalimentaire doivent représenter un bon quart, un bon quart de l'échantillon des entreprises que nous avons sondées. Donc ça peut aussi expliquer en partie cet optimisme français parce que en termes d'impact sur l'année précédente, et c'est le graphique que vous voyez à gauche, il y a quand même une grande majorité d'entreprises qui ont indiqué qu'elles avaient subi des disruptions l'année dernière en raison de la crise. Donc, en gros, si on prend le graphique de gauche, il faudrait cumuler les deux barres en bleu, en bleu foncé et en bleu clair, qui indiquent les entreprises qui ont été fortement perturbées et relativement perturbées. Et vous voyez qu'effectivement, on arrive à pas loin de 65-70% des entreprises françaises. Donc voilà, après une année un petit peu compliquée, un rebond qui est attendu et qui sera porté par certains secteurs, et notamment le secteur agroalimentaire. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur l'optimisme quant à la croissance à l'export. Mais les entreprises ne sont pas complètement, et nos sondés ne sont pas complètement déconnectés du contexte macroéconomique global, puisqu'en fait, quand on regarde d'un petit peu plus près, l'immense majorité des entreprises sondées s'attendent à une croissance entre 2 et 5%. Donc véritablement, on parle là d'une croissance relativement modérée. Et lorsqu'on demande en fait quelles sont les stratégies qu'envisagent les entreprises pour conquérir des marchés à l'export ou augmenter en tout cas leur chiffre d'affaires à l'export, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, et c'est notamment le cas pour les entreprises françaises, c'est qu'elles veulent consolider leur position dans leur marché existant. C'est-à-dire investir davantage dans les sites où ils sont déjà présents et investir davantage dans les pays où ils sont déjà présents. Donc, si vous regardez le graphique de droite, voilà, les différents points indiquent les différentes stratégies qui sont envisagées par les entreprises à l'export. Et en France, comme partout ailleurs, hein,
on voit que le point jaune, le petit point jaune arrive en tête et ce point jaune, c'est effectivement investir dans les pays où, on est déjà présent. Le seul pays qui fait un petit peu exception, c'est l'Italie, où en Italie, en fait, les exportateurs, semblent avoir, une logique un petit peu plus, conquérante, j'ai envie de dire, puisque eux, ils veulent, ils visent vraiment d'augmenter leur part de marché, dans les marchés où ils sont déjà présents. Donc, une stratégie un petit peu plus offensive, mais stratégie plus offensive dans des marchés où ils sont déjà présents. Donc c'est pas non plus partir à l'aventure, dans des nouveaux marchés qu'on connaît moins ou sur lesquels on est moins à l'aise. Et d'ailleurs, ça, c'est le petit point violet et comme vous le voyez, il arrive, quasiment, en dernière position dans tous les pays, en tout cas pour toutes les entreprises des marchés que nous avons sondés. La diversification et aller vers des nouveaux pays, ce n'est pas le mot d'ordre, en 2023 et ce n'est certainement pas le mot d'ordre, chez, les exportateurs français, que nous avons pu, sonder. Alors comment est-ce qu'on finance tout ça? Parce que, qu'on veuille investir dans des nouveaux marchés, ou qu'on veuille consolider ses positions, existantes, il faut du financement pour ça. Ce qui est intéressant, notamment lorsqu'on regarde la France, c'est que, alors la première source de financement, c'est de l'autofinancement à travers la trésorerie. Et ça, ce n'est pas étonnant, puisque, et on le dit en fait, on le voit et on le dit depuis maintenant près de 2 ans, les réserves de liquidité des entreprises sont très hautes par rapport à fin 2019, après, les nombreuses aides d'État qu'il y a eu, durant le covid et durant la crise énergétique, en fait, les entreprises ont des positions de trésorerie, relativement fortes, et surtout les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va pas être, quelque chose, qui va être vrai, pour un certain nombre de PME, notamment les PME qui ont des BFR très élevés, mais les grandes entreprises ont toujours des matelas, de liquidité assez importantes et donc voilà, ça nous a pas étonné de voir que, utiliser, ses réserves de cash pour, se financer ses investissements arrive en tête en France et dans l'ensemble de nos marchés. La deuxième source de financement, ça reste le crédit bancaire. Là aussi, on n'est pas très étonné, même s'il y a une hausse des taux d'intérêt. Alors on le voit, hein, les taux d'intérêt ont fortement augmenté en Europe, aux États-Unis. En revanche, ce qu'on constate également, c'est que le robinet du crédit ne s'est pas encore fermé. C'est-à-dire que, si vous avez une bonne position financière, les banques continuent de vous prêter et lorsqu'on regarde les incidents de remboursement de crédit bancaire, en Europe et aux États-Unis, il y a pas de hausse, en tout cas pas de hausse significative. Donc le crédit coûte plus cher, mais les banques continuent de prêter puisqu'il n'y a pas forcément, encore, de défaut sur ces différents crédits. Et ce qui est intéressant aussi dans le cas, de la France et pas mal d'autres pays, c'est qu'en troisième source de financement qui est indiquée, par les entreprises arrivent, les délais de paiement. Donc ça veut dire que très clairement, le crédit fournisseur, le c'est un financement gratuit, et voilà, c'est pas très étonnant, hein, mais ça nous a quand même marqué, que, les délais de paiement arrivent en troisième position, parmi, les sources de financement, indiquées par les entreprises que nous avons pu sonder. Un petit point, sur les liquidités, quand on regarde le graphique de droite, qu'il est intéressant de noter, c'est que, en 2022, les réserves, encore une fois, on regarde au niveau, macro global, les réserves de liquidité des entreprises françaises ont continué d'augmenter, alors que, celles de leurs homologues italiennes, britanniques ou américaines notamment, ont commencé à diminuer. Parmi les pays que nous avons sondés, il n'y a que les entreprises allemandes et françaises et dans une très faible mesure encore les entreprises espagnoles qui, en 2022, ont continué d'accumuler du cash,
alors que les entreprises italiennes, britanniques et américaines commencent, elles, à consommer leur matelas de cash. Donc voilà, on commence à avoir des petites distensions, en tout cas de l'hétérogénéité sur ces positions de liquidité. Voilà, donc qui dit que les entreprises comptent utiliser les délais de paiement comme source de financement, et ben, ces mêmes entreprises ne sont pas dupes et elles anticipent que le risque de non-paiement et que les délais de paiement de leurs propres clients risquent également de s'allonger. Donc en France, vous avez à peu près 40% des entreprises qui s'attendent à une hausse et du risque de non-paiement et des délais de paiement. Donc tout ça, encore une fois, n'est pas étonnant dans un contexte de ralentissement économique, de hausse des taux d'intérêt. Et comme je vous le disais, même si les banques continuent d'offrir du crédit, un certain nombre de petites entreprises, je pense, seront progressivement, enfin, verront en tout cas leur accès progressivement restreint au crédit bancaire. Et donc, tout ça risque de générer un peu de tension sur les comportements de paiement. Et j'en profite du coup pour vous mettre un petit peu en perspective les chiffres de défaillance les plus récents qu'on a et vous rappeler notre prévision. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les défaillances en France sont en hausse. Voilà, les aides d'État voilà, commencent à refluer. Depuis l'année dernière, on a notamment les dettes sociales qui sont désormais collectées, alors qu'il y avait eu une période, j'ai envie de dire, de tolérance et de laisser aller. Désormais, voilà, l'URSSAF collecte de façon beaucoup plus agressive. Et donc là, vous n'avez pas le chiffre sur ce tableau parce que je voulais pas vous noyer de chiffres, mais pour cette année, en France, on s'attend à 59 000 défaillances d'entreprises. Voilà, pour rappel, sur une année normale en France, on est entre 45 et 55 000. Donc, on reviendrait vraiment à la normale en termes de niveau de défaillance d'entreprise. Et encore une fois, quand vous mettez ça en perspective par rapport à ce que je mentionnais sur les réserves de liquidité, notamment des entreprises, quand on parle d'une hausse des défaillances d'entreprise, on parle surtout d'une hausse de la fréquence des défaillances d'entreprise, c'est-à-dire plus de défaillances, mais plutôt de petits acteurs. Donc pas forcément d'un risque de sévérité, mais plutôt effectivement un risque de fréquence en termes de défauts et de défaillances d'entreprise. Et comme vous le voyez, on s'attend quand même à des hausses et à une normalisation des défaillances un peu tous azimuts. Dans certains pays, c'est un petit peu moins marqué que d'autres, soit parce que le retrait des aides d'État s'est effectué plus tôt. Et donc, si vous voulez, ils ont déjà eu, entre guillemets, un choc un peu plus important l'année dernière, voire même encore plus tôt pour des pays comme l'Italie. Euh, ou tout simplement parce que si les schémas de soutien avaient été moins généreux, parce qu'effectivement, en Allemagne, typiquement, les volumes de prêts garantis par l'État avaient été beaucoup moindres qu'en France. Donc, quand vous avez aussi moins d'aides ou que les aides sont moins généreuses, j'ai envie de dire que le- le- la hausse consécutive à l'arrêt de ces aides est forcément plus mesurée que dans les pays où vous avez eu des aides beaucoup plus généreuses. Donc voilà, le risque de non-paiement est de retour, et d'une part dans la perception des entreprises et d'autre part, on le constate véritablement dans les chiffres de défaillance d'entreprise, et ça devrait continuer en 2023 durant le reste de l'année. Alors, cette année, et comme l'année dernière, on a voulu poursuivre. En fait, en réalité, depuis le Covid, il y a ce sujet des chaînes de valeur globale.
Et donc, on pose assez régulièrement maintenant la question de savoir comment est-ce que les entreprises jugent ce risque sur les chaînes de valeur globales. Et on propose donc, parmi les risques qu'ils pensent être les plus importants, désormais, on propose un certain nombre de risques liés à la supply chain. Et ce qu'on constate, c'est que, en fait, maintenant, alors qu'en 2022 et avant, on avait, j'ai envie de dire, un panorama de risques relativement homogène entre les pays, désormais, c'est très, très varié. Et donc, par exemple, quand vous regardez les entreprises américaines, leur première source de préoccupation, c'est le coût de financement. Mais parce que la remontée des taux est tellement, plus conséquente aux États-Unis. Voilà, juste, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, le coût de financement pour les entreprises aux États-Unis, c'est entre 7 et 12. Donc, voilà, ça, on est parti il y a quelques années de taux proches de 0 à 7 à 12. Donc, vous imaginez l'ampleur du choc. Euh, En France, le premier risque qui a été signalé, c'est celui de non-paiement, mais il est quasiment à égalité avec deux autres risques, qui est le risque politique. Donc, ce qu'on entend par le risque politique, je pense que je pense qu'il suffit d'ouvrir il suffit d'ouvrir n'importe quel journal de presse quotidienne pour savoir que le contexte politique en France est relativement compliqué. Le climat social est relativement complexe également. Et ça c'est une source de risque importante pour les entreprises que nous avons sondées. Et le troisième risque qui arrive, c'est celui de la régulation. C'est-à-dire que les entreprises, et notamment les entreprises manufacturières, craignent un petit peu des nouvelles réglementations qui seraient très contraignantes, et notamment du point de vue des règles environnementales. Donc ça semble être un petit peu au cœur des préoccupations des entreprises françaises. Alors qu'encore une fois, dans les autres pays, on voit d'autres risques. En Allemagne et en Italie, par exemple, il y a ce sujet autour des transports et de la logistique. Le coût et tout simplement les réseaux d'approvisionnement pour l'Allemagne. Le protectionnisme également est mentionné par les entreprises allemandes, alors qu'il arrive beaucoup plus loin dans le classement des entreprises françaises. Donc véritablement, il y a une hétérogénéité désormais très importante. Le fait que les entreprises françaises ne mentionnent plus les problèmes de logistique et de chaîne de valeur globale, euh, personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus, j'ai envie de dire, en phase avec ce que nous, en tant qu'économistes, on observe sur les chaînes de valeur globale. Si vous regardez le graphique à droite, ça vous montre le prix des containers. Notamment, c'est la ligne violette, les prix des containers. On en a beaucoup parlé l'année dernière et également fin 2021. Eh bien, aujourd'hui, vous offrir un container de Shanghai à Rotterdam, ça vous coûte aussi cher qu'en 2019. Alors que les prix s'étaient complètement envolés l'année dernière. Donc, voilà, tout porte à croire qu'effectivement, les chaînes de valeur globale sont en train de se normaliser, les tensions sont en train de baisser. Et la bonne nouvelle pour les entreprises et également pour les consommateurs, c'est que ça va aussi potentiellement réduire les coûts liés à l'ensemble de ces services. Un autre sujet sur lequel voilà, on sonde désormais régulièrement les entreprises, c'est la question de la transformation digitale. Et déjà, le premier constat qu'on fait, c'est que les entreprises françaises sont loin d'être à la traîne.
C'est vrai qu'on on a plutôt tendance à s'auto-flageller sur ce sujet, en pensant que les entreprises françaises ne sont pas très digitales ou en tout cas seraient, prétendument, en retard. Ce n'est pas du tout le cas, notamment donc en fait, nous, on a demandé aux entreprises sondées, de dire, sur une liste d'une dizaine d'activités, digitales ou de pratiques digitales, est-ce que, c'était des pratiques qu'elles mettaient en place ou qui étaient monnaie courante dans leurs entreprises et ensuite on a catégorisé les entreprises en 3 classes, c'est-à-dire, celles qui sont pas ou très peu digitalisées, donc qui ne font qu'1 ou 2 de ces activités, celles qui sont modérément digitalisées, donc 3 à 5 et puis ensuite celles qui ont, plus de 6 activités, liées, au digital. Donc, juste pour vous donner un exemple, hein, les activités digitales, ça va aller de, la facturation, électronique à, la présence, sur, des plateformes de commerce B2B. Voilà, donc, et il y a, une panoplie d'autres options que nous avons proposées. Encore une fois, en partant, de ce qui était, «les bonnes pratiques» entre guillemets, de transformation digitale dans les entreprises à l'export. Et donc vous voyez que vous avez un quart des entreprises françaises quasiment, qui sont, fortement digitalisées. Alors que, voilà, en Allemagne, c'est 15 par exemple. Donc les entreprises françaises ne sont, pas du tout à la traîne, sur ces sujets et c'est important de ne pas être à la traîne sur ces sujets, parce qu'on a constaté, 2 choses. Alors encore une fois, je voulais pas vous noyer de graphiques. La première chose, c'est que, les entreprises qui sont fortement digitalisées, on a constaté qu'elles, signalaient, qu'elles étaient moins impactées par certaines crises. Ou en tout cas que l'impact de certaines crises était moins sévère que, les entreprises moins digitalisées. C'est le cas notamment durant le covid et c'est également le cas avec la crise énergétique. L'autre, chose qu'on a regardé également, c'est que, les entreprises fortement digitalisées, sont davantage proactives dans la gestion des risques. Donc elles déclarent en fait mettre en place des stratégies de gestion de risques, plus souvent ou plus fortement que, les entreprises moins digitalisées. Donc globalement, ce qu'on en déduirait ou ce qu'on est tenté de déduire de tout ça, c'est qu'elles sont plus résilientes et en plus, cette ré ces outils, heu, leur donnent une agilité et une proactivité, dans, leur gestion, des risques. Tout porte à croire que, cette digitalisation devrait être, étendue et que de plus en plus d'entreprises devraient, se tourner vers ces pratiques digitales, parce qu'elles sont source, de résilience et d'agilité, dans l'organisation. Enfin, un dernier sujet qui pareil, hein, a beaucoup été dans la presse, c'est, le sujet des relocalisations, de la transformation des chaînes de valeur globale et voilà, est-ce qu'il y a une amorce de démondialisation dans un contexte où, voilà, j'ai envie de dire le discours politique est très porté sur, la souveraineté économique, et les relocalisations notamment. Et ce qu'on constate, c'est que, alors que lorsque nous avions procédé à ce sondage, post-Covid, une majorité d'entreprises, voulaient soit trouver de nouveaux fournisseurs, soit carrément se relocaliser. Et ben, en fait, 3 ans plus tard, il y a qu'à peu près une 20 des entreprises qui ont effectivement procédé, à des relocalisations ou, ont trouvé de nouveaux, fournisseurs en réaction à la pandémie. Heu, voilà, il y a pas eu un grand bouleversement des chaînes de valeur globale. D'autre part, pareil, je n'ai pas voulu, vous noyer de graphiques, mais je pense que les entreprises ont un petit peu appris de cette leçon du covid et lorsqu'on leur a demandé qu'est-ce qu'elles voulaient faire, en réponse à la crise énergétique, en fait, les relocalisations, ou trouver de nouveaux fournisseurs, n'arrivaient pas du tout en tête des solutions. Donc quelque part, j'ai envie de dire, peut-être que les entreprises sont un petit peu plus lucides après avoir essayé
ou au moins étudié la question de se relocaliser, de trouver de nouveaux fournisseurs, elles ont certainement compris que c'est quelque chose de complexe, et quelque chose de coûteux. Et donc ce n'est pas forcément, l'option prioritaire. Et lorsqu'on demande aux entreprises, heu, quel territoire elles privilégieraient pour des nouveaux fournisseurs, et c'est également vrai pour des nouvelles implantations, voilà, les entreprises françaises disent plutôt, vouloir rester, dans la région Europe, donc continuer de s'implanter, en Europe. Et ensuite vient, la région, APAC, donc l'Asie, sans grande surprise. Mais vous voyez qu'il y a quand même une très forte inclinaison, pour, les localisations, en Europe. Donc pas de démondialisation en vue. Peut-être, on peut parler de re-régionalisation, ou en tout cas, d'un commerce un petit peu plus proche, heu, mais heu, mais on ne va pas assister à, ou en tout cas, si on croit, nos sondés, on ne va pas assister à une énorme vague de relocalisation, en France. Voilà, et un dernier point, sur, qu'est-ce qu'attendent les exportateurs et les entreprises exportatrices de la politique publique? Donc alors, je ne vous cache pas que, dans de nombreux pays, ce que les exportateurs attendent en premier, c'est du soutien financier. Certainement parce qu'elles en sont devenues accoutumées, hein. Ça fait maintenant 3 ans qu'il y a des aides diverses et variées, et donc dans de nombreux pays, c'est ce qui arrive, en tête. Mais en France, donc nous avons, une chose la chose qui arrive en tête, c'est, des politiques de formation à l'échelle nationale. Je pense que c'est quelque chose que peut-être vous avez expérimenté dans vos organisations, mais il y a véritablement des difficultés de recrutement qui sont mentionnées par de nombreuses entreprises, et ce sont des difficultés de recrutement, en tout cas de notre fenêtre, de 2 types. Il y a certains secteurs, qui, je pense, ont des soucis, d'attractivité en termes de salaire. Voilà, lorsque la construction ou l'hôtellerie-restauration a des problèmes de recrutement, c'est tout simplement parce que, les salaires qu'ils peuvent offrir, aux éventuels candidats, ne sont pas en adéquation avec, la pénibilité, de ces emplois. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises, industrielles et des entreprises de services, qui cherchent, des emplois, avec des formations spécifiques, et des compétences spécifiques pour lesquelles, il y a un manque. Et là, effectivement, elles aimeraient être accompagnées par, une politique de formation, à l'échelle nationale. Et vous voyez que c'est vrai pour la France, mais c'est également vrai pour l'Italie. Vous avez également 51 des sondés qui, souhaitent une politique de formation, heu, à l'échelle à l'échelle nationale. Et en France, la 2e ch la chose qui arrive en 2, c'est, alors excusez-moi, il y a une typo sur le titre de la diapositive, c'est le soutien financier. Donc 1, des un marché de l'emploi, qui conviendrait mieux aux besoins de l'entreprise, et 2, le soutien financier. Encore une fois, je pense que c'est surtout dû à une sorte de phénomène d'accoutumance, qui perdure depuis 2020. Et la France n'est pas un cas isolé. Donc effectivement, ça c'est très certainement quelque chose auquel les entreprises vont devoir apprendre à renoncer, puisque les États vont progressivement, retirer, leur soutien, au secteur privé, dans les années, à venir. Voilà, et un dernier point avant de vous montrer notre outil, TradeMatch, sur l'ESG. Donc, ça aussi, c'est une problématique qui est au cœur de la préoccupation de nombreuses entreprises. Et pour vous la faire, très court, l'ESG, les entreprises, c'est un levier important, c'est une préoccupation importante.
D'ailleurs, un grand nombre des sondés disent qu'ils connaissent parfaitement ce que veut faire leur entreprise en termes de SG et ce qu'investit leur entreprise en termes de SG. Donc, typiquement, dans les entreprises françaises, il y a à peu près 80% des sondés qui disent qu'ils ont une très bonne idée ou qu'ils savent exactement le niveau d'investissement de leurs entreprises dans l'ESG. En revanche, quand on leur demande comment est-ce que l'ESG est mis en place chez eux, en fait, la stratégie qui est là mentionnée, qui arrive en tête, c'est celle d'augmenter les exigences ESG de leurs fournisseurs. Donc quelque part, c'est commencer par l'ESG chez les autres et puis ensuite on verra, on verra chez nous. Alors il y a plein de choses qui expliquent ça, les coûts, les transformations de l'organisation, etc. Donc c'est parfaitement compréhensible, mais le message en tout cas qu'on peut avoir en lisant le sondage, c'est voilà, partez devant, on vous rejoint. C'est plutôt ça aujourd'hui la stratégie, en tout cas qui est mentionnée par les entreprises que nous avons sondées. Donc voilà, avec cet environnement donc très incertain, nous avons créé et nous mettons à votre disposition un outil qui s'appelle TradeMatch. Je pense qu'on vous communiquera le lien à l'issue de ce webinaire. Je vais juste vous le montrer euh, très rapidement pour que vous ayez une idée de comment ça se présente. Voilà, donc c'est un outil propriétaire qui est hébergé sur notre site d'Allianz Trade. Et je vais vous montrer un peu rapidement comment vous en servir. Cet outil, il vous donne accès non seulement aux données historiques que nous collectons sur le commerce mondial, mais également à nos prévisions par pays et par secteur. Et donc l'intérêt pour une entreprise, c'est que voilà, vous avez ici, par exemple, quels sont les principaux pays qui sont des potentielles sources enfin, des potentiels marchés vers lesquels vous pourriez exporter. Donc, on va choisir un pays au hasard. On va se mettre en France. J'imagine que vos plans de croissance pour 2023 sont déjà finalisés, donc on va regarder l'année 2024, mais sachez que vous pouvez aussi regarder 2023. Et donc là, ça vous indique quels sont les marchés à l'export où les entreprises françaises devraient gagner des parts de marché ou en tout cas exporter davantage. Le petit code couleur, c'est notre propre note de risque pays. Donc voilà, vert, ce sont les pays à faible risque, jaune, risque moyen, orange, sensible et rouge, les pays à risque élevé. Et alors si vous cliquez sur un pays, vous pouvez également accéder au rapport complet sur ce pays. Avec voilà, les données économiques, les données politiques de ce pays, les forces et faiblesses, voilà, tout ce que vous aimeriez savoir sur ce pays. Et pour chacun des pays, ensuite, vous avez la possibilité également de regarder un petit peu quels sont les secteurs sur lesquels en fait vont être concentrés les exports. Et donc là, par exemple, pour 2024, il n'y a pas de grande surprise parce que l'Allemagne est notre premier partenaire commercial, mais donc le marché allemand est celui vers lequel les exportations françaises devraient augmenter le plus. Et parmi les secteurs qui devraient en bénéficier, vous avez le secteur des métaux. Alors, encore une fois, il n'y a pas de grande surprise parce que les secteurs des métaux français servent énormément l'auto allemande. Donc voilà, dans cette intégration des chaînes de valeur de l'auto, ce n'est pas surprenant. Et là, pareil, donc vous avez toujours le code couleur pour le risque du secteur et les montants d'export que l'on s'attend à voir gagner par donc le secteur des métaux en France, en Allemagne en 2024.
Voilà, donc après, vous pouvez bien entendu naviguer et jouer un petit peu avec cet outil et vous avez à chaque fois la possibilité d'exporter les données si vous avez besoin de faire un retraitement ou que vous souhaitez les utiliser à des fins de simulation ou autre. Voilà, donc j'ai été très bavard, je vais m'arrêter là et je vais prendre des questions si vous en avez. Alors, vous n'avez pas été excessivement bavard puisqu'on est bien dans le timing. Merci pour cette présentation. Avant qu'on enchaîne sur les questions, donc en fait, je veux rappeler aux participants que maintenant les micros peuvent être activés. Alors, si vous voulez prendre la parole directement, levez la main. Je vous donnerai bien sûr la parole. Moi, j'avais une première question en fait qui revenait sur les réserves de liquidité importantes. Dans le slide suivant, vous nous montrez un retour à la normale sur les niveaux de défaillance. Comment vous expliquez cette contradiction, en fait? Alors effectivement, pour nous, la contradiction, c'est vraiment qu'il y a du cash, c'est juste qu'il est mal réparti. Ce cash, il est très concentré dans les très grandes entreprises. Mhm, Et les petites entreprises, en fait, en réalité, elles en ont moins, et elles ont davantage de pression, sur notamment leur BFR et donc elles ont vu leurs réserves de cash, diminuer assez rapidement déjà en 2021. En 2022, avec le contexte inflationniste, ça a été encore, j'ai envie de dire, il y a eu un nouveau coup, porté à la trésorerie des petites entreprises et même si vous avez certains prix, d'intrants qui commencent à baisser, certaines matières premières, certains métaux et cetera, les prix restent relativement élevés et donc ça pose un problème, en termes de gestion de trésorerie pour pas mal de petites entreprises. Surtout et ça je ne l'ai pas mentionné, mais une des stratégies pour de nombreuses entreprises en 2021 et 2022, c'était d'accumuler des stocks. mhm, C'est-à-dire, des stocks de précaution et aujourd'hui avec la demande qui se retourne, bah, vous avez aussi des entreprises en fait qui ont investi dans des stocks. Peut-être qu'ils ont «surpayé» entre guillemets parce qu'aujourd'hui, certains matériaux notamment sont moins chers, et donc tout ça, ça crée pas mal de tensions au niveau des trésoreries, notamment des petites entreprises, et notamment dans certains secteurs où on voit que la demande, a fortement ralenti, quand vous pensez aux biens d'équipement de la maison, par exemple, quand vous pensez à l'électronique, quand vous pensez, aux ordinateurs et cetera. En fait, là, ce sont typiquement des secteurs qui ont fortement ralenti en termes de demande et les entreprises, ces secteurs, notamment les plus petits acteurs, se retrouvent sous pression. mhm. Ok, mais c'est cohérent, je comprends. Alors, vous avez abordé un petit peu les impacts qui restent somme toute limités géopolitiques. C'est assez surprenant parce qu'au contraire, comme il y a une augmentation des foyers de tension, on pourrait s'attendre à ce que ça freine beaucoup plus les intentions d'export en tout cas. Alors, il y a véritablement, je pense qu'il y a des inquiétudes qui sont présentes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le risque géopolitique, il est, on va dire, il se cristallise sur des risques, notamment, par exemple, comme celui d'un conflit Chine-Taïwan, Mhm, où en fait, là, les impacts seraient, heu, enfin, on voit ce qui se passe avec, la crise, avec la guerre en Ukraine. La Russie, c'est notre 8e partenaire commercial, pardon, notre 18e partenaire commercial en France. C'est principalement juste un exportateur de matières premières et vous mhm, voyez le choc que ça crée dans l'économie mondiale. Donc mhm, je pense que c'est un risque que les entreprises ont en tête, mais que de nombreuses entreprises, ne vont pas forcément, heu avoir ça dans leur gestion des risques au quotidien, parce que typiquement, c'est un risque qui serait tellement important et tellement fort, que des grandes entreprises s'y préparent, hein, très clairement, ou en mhm, tout cas ont ça dans leur scénario de risque. Mais, à mon humble avis, pour des petites entreprises, c'est un choc tellement colossal qu'elles ne peuvent pas véritablement s'y préparer. mhm, Et encore une fois, si avec ce type de choc, on pourrait de nouveau s'interroger sur, que feraient les gouvernements et cetera. Donc voilà. Après ce qui est certain, c'est que, nous notamment,
quand on voit que les entreprises préfèrent investir en Europe de l'Ouest, c'est une indication tout de même que, bah, en fait, on est sensible au coût, mais on préfère se rapprocher et être dans des pays dans lesquels on pense que le risque géopolitique est plus faible. Donc, Mhm. je pense qu'il y a des petits signaux faibles qui disent que le risque géopolitique est considéré, mais les risques extrêmes notamment, je pense que un certain nombre d'organisations ne sont pas équipées, Mhm. pour en tout cas le gérer en interne. Mhm. Très bien. Et je voulais revenir aussi sur la remontée des taux d'intérêt qui n'impacte a priori, de ce que j'ai compris, pas tant que ça, en tout cas pas encore les exportateurs. Est-ce que vous pensez que c'est quand même un impact qui va aller croissant dans les années à venir? Alors oui, effectivement, c'est vrai que, quand on fait une lecture juste comparative avec le passé, quand on a eu des remontées de taux aussi violentes, en général, ça fait un choc, économique assez important, et on ne le voit pas encore. Voilà, donc nous, Mhm. notre lecture, c'est que ça arrive. D'accord. C'est dans les tuyaux. Mais simplement, ça met un petit peu de temps à arriver, notamment, bah, on en revient toujours à ce phénomène, de cash. On en revient également au fait que, il y a eu des aides d'État jusqu'à l'année dernière et même encore, cette année pour un certain nombre de dispositifs, et Mhm. que, l'année 2021 et l'année 2022 ont été, des très bonnes années en termes de performance financière et de marge. Donc entre guillemets, les entreprises peuvent faire face à court terme sur la remontée des taux. Quand on regarde notamment les marchés obligataires, en fait, ce qu'on voit, c'est que, il va y avoir des besoins de faire rouler la dette pour un certain nombre d'entreprises et sur des montants relativement importants, en 2024-2025. Mhm. Donc là, Effectivement. ce sera un petit peu plus, ce sera un challenge un petit peu plus important pour certaines entreprises. Mhm. Et autre élément de crise, en fait, c'est la crise énergétique. Donc, est-ce que aujourd'hui, les entreprises ont toujours la même inquiétude par rapport à cette crise énergétique, ou est-ce que les impacts sont moins importants aujourd'hui? Alors et ma lecture, parce qu'en plus de mes responsabilités, c'est moi qui suis le secteur de l'énergie, chez Allianz Trade. Ma lecture aujourd'hui, c'est que je pense qu'un certain nombre d'acteurs pensent que la crise énergétique est terminée, ce qui n'est pas Mhm. du tout le cas. Ce qu'on a constaté, c'est qu'à l'échelle européenne, les industries ont réussi à réduire leur consommation d'énergie et notamment de gaz de l'ordre de 10 sans Mhm. qu'il y ait un effondrement de la production industrielle de 10. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. En revanche, il faut rappeler que, l'hiver dernier a été très clément. Et que, rien ne nous indique que le prochain, Mhm. sera aussi clément. Et donc, et parallèlement à ça, aujourd'hui, nous avons en 1 an, en fait, on n'a pas construit des infrastructures pour recevoir du gaz liquéfié, en quantité beaucoup plus importante. Les Allemands ont acheté notamment un terminal flottant de liquéfaction, et cetera, pour être moins dépendants de leurs voisins européens et pour augmenter les capacités. Mais, les contrats à long terme qu'on a signés, que notamment certains gouvernements ont mis en avant l'année dernière, pour la plupart, ils démarrent en 2026. Pareil, les projets d'énergie renouvelable, voilà, ça prend un certain nombre d'années, à effectivement arriver sur le réseau. En France, vous avez toujours des tensions entre, l'ASN qui aimerait que certaines centrales soient arrêtées pour des maintenances et EDF qui souhaite poursuivre l'exploitation, sans faire ces travaux de maintenance. Donc globalement, il y aura des tensions encore sur le marché sur l'énergie. Et si on a un hiver difficile, en 23-24, l'hiver suivant, il pourrait y avoir un vrai sujet. Heu et c'est ce que j'avais dit l'année dernière, que si l'hiver, si l'hiver 22-23 était rude,
on serait en difficulté pour l'hiver prochain. Bon, bah, écoutez, on a réussi à s'en sortir relativement bien. Mais tant qu'on n'aura pas de façon pérenne substitué le gaz ou acquis des économies d'énergie de façon pérenne, on sera toujours à risque. Donc, et c'est un sujet qui, à mon humble avis, sera encore avec nous jusqu'au moins en 2025-26. En tout cas, il sera très intéressant d'avoir votre vision actualisée en 2024 pour voir effectivement si tout cela se concrétise. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions de l'Assemblée. Je pense que c'est parce que vous avez été très exhaustif. En revanche, je suggère quand même que dans le chat, vous mettiez le lien pour votre solution et que s'il y a des personnes parmi les participants qui souhaitent en savoir plus, vous précisiez qui peut être contacté pour en échanger. Donc le lien, effectivement, donc dans là, le chat. je vous mets le Ok. lien et ensuite peut-être Claire, tu peux nous dire qui contacter chez nous. Hop. Voilà. Oui, Bon, le bien temps sûr. que Vous pouvez me contacter moi, hein. Enfin, je redispatcherai par la suite en fonction des questions s'il y en a. Donc Ok. mon adresse mail, je vais vous la mettre dans le chat. Hop, comme ça s'il y a besoin. Et après, sachez que normalement sur le site de la FDCC, on a rempli les informations pour faire des demandes d'appel d'offres. Donc si vous avez des questions, vous pouvez y passer par le site de la FDCC. Merci Claire. Et merci donc à Anno pour ces indicateurs et cette perspective, cette prospective un peu complexe, mais très, très intéressante dans ce contexte international incertain, comme vous l'avez dit. Merci à tous nos participants. Je rappelle que le replay du webinaire sera disponible sur le site de la FDCC pour tous les adhérents de la FDCC. Voilà. Je vous remercie tous et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous. Merci Anno, Claire, Nathalie. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci aux participants. À très bientôt. Merci, Bonne journée. Au revoir.